Point que je crois que c'est Feynman qui a dit, si un physicien vous dit j'ai compris la physique quantique, sachez que c'est un menteur. Voilà. Oui, carrément. Oui, mais si personne n'a rien compris, ça veut dire que tout le monde a compris. C'est ce que j'ai de cette français-là. La seule chose que je peux vous faire, Négation. la seule chose que je peux vous... T'arriveras pas à me troubler. Bon. La seule chose que je peux vous proposer, c'est de poser correctement le problème. Voilà. C'est tout. Bon. Denis, Et encore... un mètre, hein, parce que bon, là tu positionnes. Hein, mais Oui, mais j'ai besoin de... Oui, mais il faut que je sois à côté de l'ordinateur. Ah, l'ordinateur, il est là. Ah, d'accord. Voilà. Donc... Mais poser le problème, t'as raison. Poser le problème. Voilà, donc poser le problème. Et encore, ce soir, je ne pourrai poser qu'une partie du problème, tellement le sujet est vaste et difficile en même temps. Alors, tout d'abord, avant que le problème ne surgisse, la relativité a été inventée au Moyen-Âge. J'ai besoin de cette notion-là pour une future partie de la conversation. Bon, la notion de relativité est médiévale d'origine. Au Moyen-Âge, les intellectuels se sont rendus compte qu'on ne peut décrire le mouvement d'un corps que par rapport à un décor que l'on perçoit comme fixe. Et en plus, pour chronométrer le mouvement, il faut une horloge. Ce qu'on appelle un référentiel, c'est la réunion d'un décor fixe, comme cette pièce, avec une horloge, comme celle de mon téléphone par exemple. Bien joué. Bien. Alors Denis, tu joues sur les mots, c'est pas la relativité, c'est le principe de relativité. C'est le principe de relativité, On moi, je suis connaissait pas d'accord la- avec toi. On ne connaissait pas la vitesse de la lumière. Oui. Non, mais il existe le principe de relativité. Et- La lumière, il est Et connu. Non, non, attends, je peux faire une remarque historique. s'oppose. Non, non, je vais t'aider. Non, mais- Aujourd'hui, je ne parle pas d'histoire des sciences. Oui, mais- Je parle d'un problème posé aujourd'hui. Je voudrais qu'on le laisse parler et ensuite l'interrompre. Voilà. Parce que là, ça ne va pas être possible. Ok. Allez, on y va. Alors, ce principe de la relativité suggère déjà une question ancienne. Que se passe-t-il lorsqu'un référentiel se déplace par rapport à un autre? Déjà, les médiévaux y avaient pensé. Je n'insisterai pas, mais Galilée s'est penché également sur la question, je n'insisterai pas non plus. Je dirais simplement que voici deux référentiels. Celui de droite se déplace par rapport à celui de gauche à une certaine vitesse v. Bon, la distance entre les deux origines augmente proportionnellement au temps, d'où la formule Vt que j'ai écrite ici. La vitesse multipliée par le temps. Bien. Galilée avait proposé un changement des coordonnées d'un point mobile, d'un référentiel par rapport à l'autre, par cette petite formule. Le prime, par exemple, c'est ce référentiel-là, et le sans prime, c'est ce référentiel de gauche, par exemple. Il avait proposé ceci. À une coordonnée, sur cet axe, on ajoute la distance parcourue par le référentiel pendant le temps t, avec la formule Vt. D'où cette petite formule de Galilée. Si je divise la distance parcourue par le temps, j'obtiens une formule comme celle-ci. Ça, c'est une petite longueur parcourue par le mobile, et ça, c'est le temps de parcours. Et on obtient cette formule. Et cette formule pose déjà, au XIXe siècle, un premier problème insoluble. En effet, cette formule, si elle est universelle, elle doit être vraie en particulier pour la lumière. Et la vitesse de propagation de la lumière. Or, pour deux raisons que je ne détaillerai pas aujourd'hui, les physiciens, à la fin du XIXe siècle, ont démontré qu'aux incertitudes de mesure près avec leurs instruments, la vitesse de la lumière est exactement la même dans un référentiel ou dans l'autre. Contradiction. Donc ça ne va pas du tout. Alors il y a d'autres chercheurs et d'autres savants qui se sont penchés au problème, à commencer par Henri Poincaré, qui a été un grand initiateur dans cette affaire, qui avait proposé l'idée générale, qui a été exploitée par Lorentz, et puis plus tard repris... C'est le contraire, c'est Lorenz qui a commencé par faire ça. Oui, enfin, peu importe. Mélange tout. Tu as raison, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Non, en fait, Lorentz a mis au point, le Poincaré a défini le groupe de Lorentz. C'était... Oui, mais je reviens sur le sujet d'aujourd'hui. C'est des détails. Si vous le permettez, parce que
pas beaucoup de temps vu Oui, le temps. on avance. Bon, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, à l'époque de Galilée, d'un référentiel à l'autre, les temps se conservent. Ah, ben voilà. Les temps sont invariants. C'est ça le problème. Et les distances sont invariantes, séparément. Depuis les travaux de ces gens-là, Lorentz, Poincaré, etc., on était obligé d'admettre que c'est faux. Les distances et le temps ne sont pas invariants séparément. Il faut les réunir en l'espace-temps. Donc c'est une nouvelle grandeur qu'on appelle l'intervalle relativiste qui est invariant d'un référentiel à l'autre. Bon, ça a été un premier souci du physicien à la fin du 19e siècle. Maintenant, on va s'intéresser à un deuxième souci des physiciens. Alors, jadis, lorsque l'on regarde un corps bouger, pour qu'on le voit, il faut l'éclairer. Donc, en éclairant l'objet, simplement éclairer l'objet, les anciens se rendaient, éclairer l'objet ne perturbe pas son mouvement, ne modifie pas son mouvement. Ça ne posait aucune difficulté. En conséquence, on pouvait raisonner un petit peu à cette manière-là, c'est-à-dire... Pascal. Alors, Non, c'est pas pour toi. Ça bon, n'a rien à alors, voir. oui, je sais, j'ai bien compris. Alors, la surface bleue est une invention médiévale, une invention graphique médiévale. Représenter la distance parcourue par l'air de la surface bleue. Et cette innovation médiévale a entraîné des progrès extraordinaires quelques siècles plus tard, au XVIIe siècle, avec Newton et Leibniz. Si je connaissais comment varie la vitesse du corps en fonction du temps, représenté par cette courbe, alors le déplacement est proportionnel à l'air de la surface bleue. En conséquence, sur ce graphique, j'ai déjà deux informations techniques, la distance parcourue et la vitesse à cet instant. La hauteur, c'est la vitesse à cet instant. J'oublie Descartes. M'en fous des casques. Ça, c'est un repère cartésien. C'est un voleur, m'en fous. Comment Donc, Ah oui, il a piqué Sner, il a copié il a copié Snell qui voulait pas publier, mais ça c'est autre chose. Bon. Ensuite, Ça n'a rien à voir, c'est pas le petit. je considère une unité de temps. Et pendant cette unité de temps, je m'intéresse à la variation de la vitesse, qui est représentée ici. Si je divise la variation de vitesse par le temps de cette variation, on obtient une grandeur ancienne qu'on appelle l'accélération. L'accélération est représentée ici. C'est la flèche bleue. Troisième information sur ce graphique. Et enfin, dernière information sur ce graphique, l'intervention d'Isaac Newton. Il avait proposé à la communauté scientifique de son époque de définir une force, au sens britannique du terme, comme un pouvoir d'accélérer les corps. Et donc, en conséquence, il avait proposé de définir la force qui accélère en multipliant la masse accélérée en kilogrammes, par exemple, par la valeur de l'accélération. Très bien. Ce qui est représenté par cette flèche rouge ici, pour un corps de 2 kg. Autrement dit, dans l'ancien temps, c'était très facile de faire de la mécanique. On avait des moyens de connaître tout ce que l'on voulait savoir. La position, la vitesse, l'accélération, la force accélératrice. Seulement, La notion de force, qu'est-ce qu'il a introduit la notion de... De force. le MA, c'est Newton, ça c'est La incontestable. notion de force. C'était... C'est qui? Non, pas du tout. La notion de force était une vague notion dans la tête de tout le monde. Voilà. Très bien. Hein. Pour faire bouger un objet, il faut exercer une force dessus. Bon, alors pour le détail de la force, si je voulais vous donner des détails, il faudrait de nouvelles conférences pour ça, parce que c'est un sujet On avance, passionnant. on avance. Voilà. Alors ensuite, Newton, une fois qu'il avait défini, alors ça, j'ai pas le temps, ça non plus. Bon, attendez, je reviens en arrière. Ici. Voilà. Attendez. Oui, ici. Newton, c'était un mathématicien d'abord, avant d'être physicien. Et il avait démontré une quantité de théorèmes de géométrie, de mécanique, et en particulier celui-ci, qui est là.
Si je multiplie la force accélératrice par le déplacement du corps, j'obtiens une grandeur à laquelle il n'avait pas donné de nom, parce qu'il n'y voyait aucun intérêt physique ni pratique. Et il avait démontré que ceci est égal à la variation de cette quantité. C'était une curiosité mathématique sans intérêt physique pour nous. Seulement, juste après l'époque de Newton, démarre la révolution industrielle. Et dans la révolution industrielle, les ingénieurs et les techniciens se sont aperçus qu'une quantité, qu'une petite partie de cette grandeur-là était proportionnelle à la quantité de charbon consommée dans les machines à vapeur. D'où un intérêt économique, d'où un intérêt de donner un nom à cette quantité et un nom à cette quantité-là. Les physiocrates français du XVIIIe siècle avaient appelé cette quantité-là travail. En anglais, work. Et d'autres personnes, je pense que tout le monde était d'accord en Europe pour l'appeler comme ça, ergos, dans le mouvement, énergie. Donc ça, c'est une énergie contenue dans la vitesse du corps qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc, les travaux sont égaux à la variation de l'énergie cinétique. Ensuite, pour que mon discours soit clair par la suite, j'ai besoin de revenir sur une autre notion qui est celle-ci. Selon la qualité de leur travail, les forces sont classées en deux catégories. C'est dichotomique. Deux catégories opposées. Le travail d'une force, quand on va d'un lieu là à un lieu là, par un premier itinéraire ou un deuxième itinéraire, est-ce que le travail de la force change ou non? Là, il y a deux réponses possibles. Les forces dont le travail ne change pas selon l'itinéraire, on les appelle des forces conservatives. Le mot est d'origine anglaise. Et non conservatives, naturellement, les forces qui ne le sont pas. Exemple de force non conservative, la vapeur qui pousse un piston dans une machine à vapeur. Exemple de force conservative, le travail du poids d'un corps. Du poids d'un corps. Quand un corps tombe, on le relève, on le monte d'une certaine hauteur, donc on donne au corps une certaine quantité d'énergie, et quand on lâche le corps consomme cette énergie pour accélérer et augmenter sa vitesse. Donc, il y a des forces. Alors, les forces conservatives peuvent servir de stockage d'énergie. Les forces non conservatives ne peuvent pas servir de stockage d'énergie. Bien, enfin, dernière petite remarque, algébriquement parlant, des travaux peuvent être positifs ou négatifs. Travail positif, il est moteur, travail négatif, il est résistant. Alors ça, c'est le milieu industriel qui a élaboré et fait connaître ces valeurs. Bien. Alors, le résultat, la conséquence, je vais aller tout de suite ici. L'ensemble des travaux non conservatifs, cumulés, sont égaux à la variation de cette quantité-là. Ça, c'est l'opposé d'un travail conservatif, qu'on appelle énergie potentielle. Je prends un corps par terre, je le suspends à une potence, et tant qu'il est accroché sur la potence, il conserve son énergie potentielle. Il ne la perd pas. Si je le détache, naturellement, il consomme son énergie potentielle. Bien. Et la réunion des deux, la somme des deux, ça s'appelle énergie mécanique. Voilà, c'est tout. J'ai besoin de ce préalable-là pour poser la grande question qui a fait surgir la physique quantique. Et la question est la suivante. Ça, on verra plus tard. Voilà la grande question. C'est pourquoi. C'est ce pourquoi, absolument. En physique classique, l'énergie mécanique d'un système de corps peut s'arrêter de varier sur n'importe quelle valeur entre moins l'infini et plus infini. En physique classique. Mais l'expérience a démontré que c'est faux. Je vous montrerai un premier cas, le cas du corps dans quelques instants. Et puis ensuite, il y a eu le problème des atomes, etc. etc. L'expérience démontre que quand l'énergie mécanique d'un système de corps ne varie plus,
elle ne peut stationner que sur un échelon d'un spectre discret. Physique classique, l'énergie peut s'arrêter de varier n'importe où entre moins l'infini et plus l'infini, c'est continu. Mais dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Et les physiciens classiques étaient incapables d'expliquer ça. Et en arrière-plan, il y a un deuxième problème. Je reviens sur les atomes. Tout le monde sait qu'un atome, c'est un noyau puis des électrons autour. Première question. Quand un électron tourne autour du noyau, eh bien le champ électrique dans le voisinage de l'atome, il oscille. Et cette oscillation se propage dans l'espace. Et une oscillation de champ électrique ou magnétique qui se propage dans l'espace, c'est de la lumière. Ou des ondes radio, ou des ondes radar, ou des rayons X, ou tout ce que vous voulez. En conséquence de quoi, l'atome crache constamment perd constamment de l'énergie. Si l'atome perd de l'énergie, l'électron se rapproche du noyau. Donc, or, la matière est stable. Les atomes ne s'effondrent pas. Pourquoi? La physique classique n'avait pas de réponse, pas de théorie pour expliquer ça. Rien que dalle. Donc, on s'est demandé quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien logique entre ce mystère et le mystère des atomes qui ne s'effondrent pas? La réponse est oui, il y en a un lien. Mais pour vous expliquer en détail ce lien, j'ai besoin de plus d'une conférence. C'est très riche, autant vous le dire. Donc je vais me contenter d'une première expérience, peut-être la seule ce soir, pour expliquer comment la pensée des physiciens a évolué. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde? Un petit élément technique. Vous avez une source, par exemple, vous faites plouf à la surface de l'eau, et puis vous avez des ronds qui se propagent en cercle concentrique et centré sur le lieu d'impact de l'objet qui fait plouf dans l'eau. Donc les ondes se propagent. Alors la première notion que je vous présente ici, c'est la distance entre les deux crêtes ici, voilà, qui est la moitié d'une longueur d'onde. La longueur d'onde entière, c'est ça. Non, entre deux crêtes, c'est lambda, c'est pas grave. Hein? Entre un lambda sur deux, tu attends un maximum et un creux. Ah, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Non, mais c'est pas grave. Tu as dû mettre Je corrigerai. en bleu. On avance. Ouais, d'accord. Je tiendrai compte de ta remarque. Je corrigerai après. Alors, les autres grandeurs, alors là je vais avoir besoin d'un feu de papier. Pour vous montrer, non, je ne sais pas ce que j'ai fait à la table. C'était pas nécessaire. Bon. J'ai le feutre si tu veux. Alors, j'ai regroupé dans ce tableau les autres grandeurs physiques associées à des ondes. Le temps, les distances, le nombre d'oscillations et un angle. Alors pourquoi un angle? Qu'est-ce que c'est qu'une onde qui fait ça? C'est la projection sur une ligne verticale d'un mouvement circulaire uniforme. Et le mouvement circulaire uniforme, c'est un objet qui tourne en rond sur un cercle. Donc, l'angle défini entre un point qu'on choisit comme référence, le corps qui bouge sur le cercle, et le centre du cercle, c'est un angle qui augmente proportionnellement au temps. Et bien, c'est cet angle qui nous intéresse ici. C'est cet angle-là qui nous intéresse. En fait, c'est l'angle qui est imposé par la source au milieu ambiant. Est-ce que j'étais assez clair pour le mouvement circulaire? Non, ça va. Oui. Oui, ça va? Bon, madame. Ça va, oui. Bon. Bien. Ensuite, pour être complet, je mets un 1 en diagonale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe en une unité de temps? Exemple, une seconde. Qu'est-ce qui se passe sur un mètre? Qu'est-ce qui se passe pendant une oscillation? Ou qu'est-ce qui se passe pendant que l'angle varie de 1 radian? Donc on a... Voilà. C'est un tableau de proportion. Qu'est-ce que ça veut dire un tableau de proportion? Ça veut dire la chose suivante. Je choisis 4 grandeurs, disposées comme ça, en rectangle. Puis je les regroupe en un seul tableau, de 4 cases. Et il y a ça de un tableau de proportion que l'on apprend au collégien. En collège. C'est-à-dire ceci. Voilà, on les rassemble au milieu. Les produits en croix sont égaux. Et puis il y a la règle de 3, la règle de quatrième proportionnelle. Si je veux calculer cette grandeur-là à partir des 3 autres,
Je multiplie ces deux-là et je divise le résultat par celle-là. Autrement dit, ce tableau vous permet de déduire toutes les formules, elles sont très nombreuses, les formules algébriques concernant les grandeurs ondulatoires, sans avoir eu aucune formule à retenir par cœur. Voilà. Et je me servirai peut-être d'une ou de deux de ces formules dans quelques instants. Bien. Alors, et j'en viens, je me rapproche le plus possible du cœur du sujet. La première expérience qui a contredit la physique théorique à propos de l'énergie, qui peut stationner sur une suite continue de valeurs, entre moins l'infini et plus l'infini, c'est le corps noir. C'est un corps tout noir. Pour le physicien, qu'est-ce que c'est qu'un corps noir? C'est un corps dans lequel aucune énergie ne rentre et aucune énergie ne sort. Ah, t'es raciste là. Hein. C'est raciste. Aucune énergie ne rentre et aucune énergie ne sort. Cependant, Il faut couper la séquence, hein, sinon il va y avoir des poursuites. Hein. Attention, pour les physiciens comme pour les cosmologues, le Soleil est considéré comme un corps noir. Mais il émet beaucoup d'énergie, le Soleil. Alors, ça paraît au moins un oxymore. C'est plutôt lumineux, hein. Oui. Alors, donc, même la nuit. quelle est la nature de l'énergie à l'intérieur du corps noir? C'est l'obscure clarté qui tombe déjà. Oh, que c'est comme ça. Victor Hugo. J'ajouterai, tiens, au bas de ma diapositive. Bon. Donc, l'énergie dans le corps noir, c'est sous quelle forme? Eh bien, des ondes qui se propagent à l'intérieur de la boîte. Mais quand des ondes sont enfermées dans un milieu clos, il lui arrive quelque chose d'étrange. Ce qu'on appelle des interférences. Alors, essayons des petits, qu'est-ce que c'est? Imaginons qu'une onde arrive sur cette face-là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est réfléchie et elle fait demi-tour. Elle va donc vers l'autre face. Quand elle arrive sur l'autre face, rebelote, elle fait demi-tour. Tac, 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 elle n'arrête pas. Sans perdre d'énergie. Bon, après, sans perdre d'énergie. Enfin, pour le moment. Bien. Si une onde ne perd pas d'énergie, il se passe quelque chose de très intéressant. Dans la boîte, j'ai une superposition, un mélange d'ondes dans les trois directions de l'espace. Voilà. 1, 2, 3. Et quand deux ondes se superposent, eh bien les valeurs s'additionnent algébriquement. C'est ce qu'on appelle des interférences. Alors, je vais essayer de vous montrer quelque chose. C'est une autre diapositive. Pour le moment, je vais essayer de tirer. Je cherche une animation. Non, c'est pas ça. Ça, c'est les diapos de réserve. Non. Ah, bah, j'ai un trou de mémoire. Où est-ce que j'ai mis non, alors là, pas pour ce soir. Pas du tout. Ben, je crois que j'ai oublié d'ajouter mon diaporama. Zut et zut, partagé. Non, c'est pas grave, mais je pense que c'est là. Ouais, c'est une belle animation. Voilà, je pense que c'est ça. La note ne rentre pas dans le tableau. Merde, le serveur proxy ne marche pas. Oh, parce que t'as pas, c'est pas connecté sur Internet. Ah. Bon, écoutez, j'aurais dû faire attention et puis. On ne part Bon, pas. il faut que Pascal te donne la moucheuse. Il ne te donnera pas. Non, bah écoutez, Le pirater, c'est son- cuit. le pirater, c'est client, ça. Alors, bon, je vais à la suite. Bon, tant pis. Analogue, un instrument de musique, avant. Ah ben voilà. Ça représente un tuyau avec deux bouts ouverts, par exemple. Alors, dans un tuyau, une onde va dans cette direction-là, rebondit, va par là, rebondit, va par là, rebondit, va par là, alors qu'il n'y a pas de paroi à droite et à gauche. Et c'est ça qui explique que le Soleil peut très bien être considéré comme un corps noir. À la sortie du Soleil, il se passe la même chose. Mais, conséquence,
ici j'ai bien une vibration. Cher monsieur, s'il vous plaît, il ne faut pas toucher l'écran. Touche pas les Oh pardon madame, je vous promets, je ne vais plus y toucher. Je vous promets madame, je vais faire attention. Il ne faut pas toucher les écrans, Oui, je vais faire attention. Bon, je vais faire attention. Donc, ici et là, donc aux deux extrémités, j'ai quand même une vibration. Alors que lorsque c'est bougé, au niveau de la paroi qui ferme le tube ici, il n'y a pas de vibration, ce qu'on appelle un nœud. Ah, bon. Alors qu'ici, la vibration sort, partiellement. C'est pour ça qu'on entend sonner les trompettes. Sinon, on n'entendrait rien du tout, évidemment. Et c'est comme ça que le soleil est à la fois un corps noir, mais en même temps rayonne. Vous voyez, l'oxymore est expliqué. Ah, l'oxymore de tout à l'heure est expliqué. Bien. Alors, une notion importante également, qui a foutu une belle pagaille en physique théorique, c'est l'expérience, on fait le spectre du corps noir. Alors de quoi s'agit-il? Ici, vous avez les longueurs d'onde. Longueur d'onde, en nanomètres. Et puis ici, c'est le grandeur. Alors l'explication, c'est le grandeur, la suivante. Pendant un certain temps, il y a une quantité d'énergie qui sort. Pendant une unité de temps, la quantité d'énergie qui sort s'appelle la puissance. Donc on s'intéresse à la puissance dégagée par le corps noir. Deuxième notion, c'est la formule que j'ai déduite là ici, ça, laissez tomber, voilà. Ensuite, cette puissance, dans la représentation graphique qui est ici, est représentée par l'aire d'une surface. Un exemple. La puissance émise par un corps noir entre cette longueur d'onde-là et cette longueur d'onde-là est donnée par l'aire de la surface colorée, limitée par ce segment, cette verticale, la courbe bleue et cette verticale. Donc la puissance dégagée est proportionnelle à l'aire de cette surface. Si je divise la puissance dégagée dP par la petite longueur qui est ici, la petite variation de longueur d'onde, et bien j'obtiens tout simplement la hauteur de la colonne. C'est ce que représente l'ordonnée ici. Voilà comment on interprète un spectre, en général, en physique. Alors, les courbes colorées sont expérimentales. La courbe noire est théorique. C'est une catastrophe. Ça ne va pas du tout. Ça s'appelle la catastrophe ultraviolet. C'est la catastrophe ultraviolet. Parce que pour les courbes de longueur d'onde, on est dans l'ultraviolet, alors qu'ici, on est dans la frontière. Voilà. Donc, on a une catastrophe. Et nous sommes là, nous sommes en 1900 pile poil. Planck va intervenir. Monsieur Planck va intervenir. Donc, cette courbe noire, à quoi est-elle due? Eh bien, je passe, je n'ai pas le temps. Alors, dans la boîte noire, quand on a une onde qui vibre sur place, à cause des interférences, on a une onde qui vibre sur place, les physiciens appellent ça un oscillateur. Un oscillateur. Et vous avez des oscillateurs avec 1, 2, 3, 4 nœuds, un autre où il y a 1, 2, 3, 4, 5 nœuds entre les deux parois, un autre avec 10 nœuds, etc., etc. Et à chaque nombre de nœuds correspond une longueur d'onde particulière, puisque entre deux nœuds, il y a exactement une demi-longueur d'onde, entre deux nœuds. En stationnaire, j'entends bien, là, le problème est différent, c'est pour ça que je me suis trompé sur la première diapositive, c'est de là que vient mon erreur. Bon, alors, ce qu'a fait M. Rayleigh, Lord Rayleigh, il a dénombré, c'est un problème de calcul de dénombrement, combien y a-t-il dans la boîte d'oscillateurs entre lambda égale l'infini et lambda égale lambda 0. C'est-à-dire entre une longueur d'onde donnée et puis la longueur d'onde infinie. Alors, il a obtenu cette formule-là. Bien. Ce qui est intéressant, c'est que la longueur d'onde était vue au cube ici. Vous voyez? Et quand on divise, la conséquence est la suivante. Quand lambda diminue, lambda est diviseur, le quotient augmente.
un tiers est plus grand qu'un quart. Un tiers est plus grand qu'un quart. Donc, plus le diviseur est petit, plus le quotient est élevé. Et lorsque le diviseur se rapproche de 0, le quotient se rapproche, s'éloigne vers l'infini. Voilà, c'est un problème mathématique qui a été crucial dans cette affaire. Et en plus, la longueur d'onde est élevée au cube, alors c'est encore pire. C'est encore plus rapide. Bon. Donc, ensuite, un autre personnage de la physique s'appelle Boltzmann. Lui, c'était un spécialiste de la statistique de l'énergie entre les atomes et les molécules dans une matière. Il est arrivé à la conclusion suivante, dans une matière quelconque, qu'elle soit pure ou un mélange, aucune importance, chaque atome possède la même quantité d'énergie en moyenne. Et cette quantité s'appelle KT, la constante de Boltzmann multipliée par la température absolue. La température absolue, c'est la température en degrés centigrades auquel il faut ajouter 273,15. Et on obtient la température en Kelvin. Invention de Lord Kelvin, donc un physicien britannique. Donc, l'énergie est équitablement partagée dans la théorie Boltzmann par tous les éléments composant une matière donnée. Application au corps noir, l'énergie est équitablement répartie entre tous les oscillateurs qu'il y a dans le corps noir. Par conséquent, l'énergie de tous les oscillateurs entre lambda égale infini et lambda égale une valeur donnée est donnée par cette formule. C'est la formule de Lord Rayleigh. C'est là la courbe noire. La courbe noire, c'est celle-ci. Pardon. La courbe noire, c'est celle-ci. Exactement, parce qu'il faut d lambda. Voilà. C'est dp sur d lambda. Je me suis un petit peu mélangé les crayons, mais c'est dp sur d lambda. Alors au lieu d'avoir 1 sur lambda cube, on a 1 sur lambda puissance 4. Vous voyez la catastrophe. Hein. Bon. Par conséquent, alors cette formule-là, ici, donne la courbe noire. Cette formule-là, elle donne la courbe noire. C'est-à-dire la catastrophe. Donc les physiciens se sont dit, il y a quelque chose de faux dans le théorie. Qu'est-ce qui est faux? Personne ne savait. Planck ne savait pas non plus. Et il a eu une idée. Il a dit, peut-être qu'en émettant une hypothèse supplémentaire, qu'on avait ajoutée aux anciennes hypothèses de la physique classique, peut-être qu'on a arrangé les choses. L'hypothèse de Planck est celle-ci. L'énergie d'un rayonnement sinusoïdal, les rayonnements comme ça, hein, l'énergie d'un rayonnement sinusoïdal ne peut s'échanger que par paquets indivisibles. Indivisible. Et la valeur d'un paquet est proportionnelle à la fréquence de la lumière. Alors qu'est-ce que c'est que la fréquence? Je vous le montre. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà, vous avez ici la fréquence. Alors la fréquence est là. Vous voyez? Et la longueur d'onde est ici. Si je multiplie la longueur d'onde par la fréquence, je fais la règle des trottiers en croix des tableaux de proportion du collégien, j'obtiens lambda multiplié par nu égale vitesse de propagation. Donc voilà d'où vient cette fréquence. Donc pour Planck, l'énergie d'une onde sinusoïdale ne peut varier que par paquet indivisible proportionnel à la fréquence. Alors qui dit proportionnalité dit coefficient de proportionnalité. Il faut imaginer un tableau, un petit tableau de proportion. Je vais vous le faire sur un bout de papier. Ça va être très simple. Facile. Il faut vraiment faire attention à l'écran, hein, parce qu'il tient vraiment sur tout. Pas bouger la planche. Voilà, tout à fait. Oui, vous avez raison. Alors, si on va se Oui, il faut que je sorte le temps. C'est ça, tout à fait. Sinon, le gèvre va appuyer de toute façon. Non, mais bon, on est bien.
préalable, il vaut mieux garder de bonnes relations. Oui, oui. Qu'est-ce que tu nous apprends? C'est trop modeste. Voilà, un tableau de proportion. Est-ce que tu... Voilà un tableau de proportion de collégien hein, entre l'énergie. Mais ça, on connaît. Bon, La après, chaîne. va plus vite. Va plus vite, ils s'ennuient. Peut-être pas pour Ça, tout on le monde. connaît. Peut-être pas pour tout le monde. Non, mais tout est lié, on sait. Alors, je reprends. Donc, l'énergie multipliée par 1 est égale à cette constante multipliée par la fréquence. On le savait. La constante de Planck. Et naturellement, Planck en a profité de son expérience pour chiffrer la constante de Planck. Le premier chiffrage par Planck lui-même. Bien. Si on utilise cette hypothèse, je reviens à la diapo où j'étais, là. Donc, à partir de cette... Excusez-moi, mais il y a un signe en moins anti-triggerment, ça c'est pas grave. Alors, à partir de cette hypothèse, vient quelque chose de nouveau. Donc ça, cette formule-là, donc, ne va pas. Ah, on l'avait dit tout à l'heure, c'est la formule de Rayleigh. Donc, au lieu de dire que chaque oscillateur possède kT, on dit que chaque oscillateur possède kT à une certaine probabilité, qui n'est pas 1, qui est inférieure à 1. Alors, il y a ici est collé, et il a proposé, il a raisonné statistique, je ne rentre pas dans les détails, il a proposé une nouvelle formule qui est ici. On reconnaît le début de l'ancienne formule, on voit KDT, exactement l'ancienne formule, qui est corrigée par ce coefficient de probabilité, ce que je peux appeler la probabilité de Planck, mais qui a été reprise pour autre chose que des oscillateurs dans une boîte noire par ces deux messieurs. Bose et Einstein. C'est pour tous les bosons. Et On c'est appelle venu les plus bosons. tard les bosons, oui, tout à fait. Mais on n'est pas encore aux bosons, voilà. Et alors, à partir de cette nouvelle formule, on fait la représentation graphique. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu des courbes colorées du spectre du commandement. C'est-à-dire que la contradiction entre l'expérience et la théorie a disparu. Excusez-moi, mais d'où vient cette formule bizarre avec une exponentielle aux éliminateurs? Alors, là, je la connais. C'est empirique ou c'est déduit? Non, pas du tout, pas du tout. C'est un raisonnement statistique assez compliqué. Ah oui, d'accord. Que j'ai lu, relu, que j'ai fait, refait. Et bon, c'est pas simple. Je ne peux pas le présenter ici, c'est pas possible. Ce serait trop long. On irait peut-être un petit peu plus vite, mais bon, c'était pas mon objectif. Bien, donc, la contradiction a disparu, et à ce moment-là, on s'est dit, l'hypothèse de Planck est tout à fait correcte. Alors, donc, Planck propose une première explication de spectre discret. Donc, alors, cette affaire de spectre discret a vu une autre notion très importante en physique, en chimie, puis qu'on appelle les nombres quantiques. Imaginez la boîte. Combien j'ai de longueur d'onde entre les deux parois? Eh bien, ce nombre-là va devenir un nombre quantique. Ce nombre-là, simplement. Parce qu'on peut calculer l'énergie d'un oscillateur à partir du nombre de fois, à partir du nombre de longueurs d'onde entre deux parois, on peut calculer l'énergie d'un oscillateur. Donc ça fait un premier nombre quantique. Mais le problème, c'est qu'on travaille en 3 dimensions. Celle-là, deuxième nombre quantique, celle-là, troisième nombre quantique. Alors ils sont nommés ici, hein, Nx, Ny, Nz. Plus une autre complication, c'est que la lumière est une vibration transversale. Mon bras est la direction de propagation. Ben, la vibration se fait dans ce sens-là, perpendiculaire. Bitransversal, entre le champ électrique et le champ Et le magnétique. champ électrique et le champ magnétique. Genre orthogonaux. Et autre complication pour la lumière, c'est pas quelque chose de simple, c'est moi qu'on puisse dire. La vibration, elle peut être comme ça, on appelle ça une onde plane, mais elle peut être comme ça. Ouais. C'est-à-dire que la flèche qui représente le champ peut tourner en rond autour de la direction de propagation,
Ce qui veut dire que pour la lumière, bah, il y a 2 degrés de liberté. Une flèche en biais, Polarisation. voilà. Voici un mouvement circulaire, 2 axes. La flèche qui représente le champ, tac, tac, voilà. Les 2 degrés de liberté sont comme ça. La flèche tourne en haut, et les 2 projections ici oscillent sinusoïdalement, comme ça, et comme ça. Donc on a 2 degrés de liberté supplémentaires qui compliquent un petit peu le calcul. Bon. Et Francis, on va Ça c'est pour vous faire rendre compte que alors là je passe. Alors, il y a un 3e monsieur qui s'appelle Monsieur Fourier. Ah. J'ai besoin de lui pour terminer mon propos aujourd'hui. On en a tous besoin. Hein. Oui, on a tous besoin de lui. Monsieur Fourier, il a démontré la chose suivante. Considérons. Il était préfet de Napoléon, hein, préfet de Grenoble. Oui. Préfet de Napoléon. Il a voulu à Napoléon parce qu'il a voulu le donner. Il a été représentant en mission pendant la Révolution et il a protégé des vies. Il a été très courageux pendant la terreur de Robespierre. C'était un chic type, quoi. Hein oui, tout à fait. Voici un signal. Contrairement à Newton, qui voulait voir les gens. Voici un signal enfermé dans une boîte qui n'est pas sinusoïdale, qui n'est pas périodique. Eh bien, Monsieur Fourier a démontré que même un signal comme ça est une somme de sinusoïdes, une addition de sinusoïdes. Ça veut dire que, et là ça devient vraiment intéressant du côté théorique, lorsque l'énergie d'un oscillateur ne varie pas dans la boîte, il est sur un échelon du spectre. Lorsque l'énergie varie, la valeur se balade entre les échelons, mais ne peut pas stationner entre 2 échelons. Circuler, il n'y a rien à voir. Stationnement interdit. Hein. S'il est sur un échelon, la valeur peut s'arrêter. Or, entre 2 échelons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signal, quand l'énergie d'un oscillateur est entre 2 échelons, eh bien, c'est une merde de ce genre. Ça n'a pas de forme. Ça ne devient sinusoïdal que lorsque l'énergie s'arrête sur un échelon du spectre. Donc, entre 2 échelons, l'énergie, l'onde est une somme d'ondes sinusoïdales, de plusieurs ondes sinusoïdales, un mélange d'ondes sinusoïdales. Oui, c'est évident. Voilà. Avant, Absolument. Alors, chacune étant affectée d'un coefficient multiplicateur particulier. Ça veut dire en fait que les composantes de Fourier sont une base complète pour la représentation de tout mouvement périodique. Je donnerai une autre conférence ce soir. on t'en mêle pas. Il faut pas l'écouter, mais il faut que tu avances. Bon, alors, donc, Francis, il a alors, Non, mais oui, mais là, il faut qu'on avance. On arrive au problème, là. Oui, là, le problème. on va arriver au cœur du problème pour arriver au fameux chat. Le chat. Mon objectif, c'est le chat. Le chat. Pourquoi un chat? Ah. Et pourquoi il fait la gueule? Ouais. D'ailleurs, Ah, il a- t'as mis un petit t-shirt avec. Il avait la vie. Un petit chat, là. Il avait la vie. Voilà, voilà. Je l'ai fabriqué. Et je te signale que Schrödinger était autrichien, que les Autrichiens ont la spécialité de gaz. Des gaz de combat. Absolument. Oh, alors, c'est... Alors, vraiment. Oui, ça c'est cruel. Hein. Non, mais il était bouddhiste, attention, il était, Alors. il était anti-nazi. Bon, le problème, c'est que quand l'onde n'est pas stationnaire, quelle est la part d'intervention des ondes sinusoïdales? Quelle est la part d'intervention d'une onde à 3 lambda, ou à 5 lambda dans la boîte, ou à 8 lambda dans la boîte? Eh bien, c'est un problème de statistique. Bon. Une probabilité, c'est une grandeur qui est encadrée par 0 et 1. 100% de probabilité, événement certain. 0% de probabilité, événement impossible. Et puis entre les deux, on a toute une gamme de probabilités d'événements. Donc, tant que l'onde n'est pas stationnaire dans la boîte, tant qu'elle fluctue, tant qu'elle varie, eh bien, les différentes valeurs sont occupées avec une certaine probabilité. Prenons un cas particulier. Imaginons qu'une onde de transition, alors le mot transition, ça veut dire intermédiaire entre 2 valeurs stables. Hein, entre 2 valeurs stables qu'on appelle des valeurs propres. Donc, quand l'onde, dans la boîte, quand un oscillateur
est entre deux valeurs du spectre discret, eh bien, il fluctue entre les deux valeurs, c'est-à-dire que les deux valeurs du spectre discret interviennent chacune avec une probabilité donnée. La probabilité de l'une plus la probabilité de l'autre, ça fait 1. Ça fait un événement certain, pour deux cas, simplement une combinaison en deux, pour faire simple. Eh bien, la question est là. Si le physicien veut savoir dans quel état est l'onde transitoire, eh bien il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce que dès qu'il regarde ce qui se passe dans la boîte, l'oscillateur qu'il observe, pof, il se met sur une valeur discrète. Impossible de voir, d'observer un oscillateur ou d'avoir des informations sur un oscillateur en état de transition. On ne peut pas. Au niveau des atomes, la conséquence de cette logique bizarre est absolument extraordinaire. Car au niveau des atomes, ça veut dire quoi? Prenons un atome le plus simple, l'hydrogène. Un noyau avec un proton et un seul électron autour. Bien. De Broglie avait proposé, dans sa thèse de 1924, que si la lumière se comporte à la fois comme une onde et puis des petites particules, parce que le fameux paquet d'énergie de Planck a été renommé photon par quelqu'un d'autre. Par Einstein. Non, par quelqu'un d'autre. J'ai oublié son nom. C'est un physicien très peu connu, mais j'ai oublié son nom. Mais ce physicien proposait le nom de photon parce que Einstein était déjà intervenu en proposant dans sa thèse de 1905 que le paquet d'énergie de Planck, c'est une particule, appelée photon. Ce qui était idiot. Plus tard sera appelé photon. En fait, c'est pas Einstein qui l'a inventé, mais sa femme. C'était Lévy. C'était Bon. Ça, Newton. mais là, je sors du sujet. Bon. C'était Newton. Et Newton y avait déjà pensé. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé, Ah oui, même oui, chez les oui, Grecs, oui. même chez les Grecs. Hein, oui. Voilà, la dispute théorique entre la nature corpusculaire de la lumière et la nature ondulatoire, elle a duré du XVIIe jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, exactement. Mais même chez les Ouais. Grecs, hein, parce qu'il y a également des traces. Ils n'ont rien compris. Alors, à l'époque, ils ne pouvaient pas. Ah, mais Ils personne n'avaient pas n'a les rien- moyens. Personne n'a rien Ils compris. n'avaient pas les moyens d'investigation. Moi, en j'ai plus. compris ce qui se passe. Ah oui. Donc, alors, je reviens aux atomes. Donc, l'onde qui est associée à l'électron d'un atome, dans la théorie de De Broglie, eh bien, se comporte exactement comme l'air dans la trompette. D'accord. Quand l'énergie de l'atome ne varie pas, l'onde accompagnant l'électron, ou associée à l'électron, est stationnaire. Comme les oscillateurs dans le corps noir. Exactement. C'est exactement la même logique. Exactement pareil. Je signale que dans sa thèse, De Broglie utilise explicitement une analogie musicale, parce que c'était un musicien. Musicale, oui, tout à fait. Dans tous les grands savants, Oui. il était musicien. Hein. Oui. Il Oui. utilise une analogie musicale. D'ailleurs, même la terminologie état fondamental excité, c'est des terminologies. Je vous montre une image. Qui viennent de la musique. Je vous montre une image hein, pour souligner l'idée. Je vais la chercher. Voilà. Voilà l'atome vu de cette manière. Hein, donc, effectivement, De Broglie y avait déjà pensé. Alors, il y a 3 modes de vibration pour l'onde associée à un électron. Il y a comme ça, donc c'est ce que représente cette image. Puis il y a dans l'autre direction perpendiculaire, c'est le même principe. Et puis il y a du noyau vers l'infini. C'est ce principe-là. Ça, c'est l'équivalent du tuyau qui n'a pas. Du tuyau ouvert au debout. Hein, du tuyau ouvert au debout. Voilà. Donc, un atome se comporte comme les oscillateurs de la boîte noire. En conséquence, quand un atome est entre deux états stationnaires, l'énergie de l'atome fluctue, avec les mêmes règles de probabilité que les oscillateurs de la boîte noire de tout à l'heure. C'est exactement le même principe. Mais comme un atome a 3 dimensions, eh bien, il y a 3 nombres quantiques exactement comme pour la boîte noire. Tout le monde était content, on a une théorie qui semble universelle et puis qui marche bien. Même si on n'a pas compris, quand même,
Cette onde associée aux particules, qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui vibre? On le sait toujours pas. On ne sait toujours pas. C'est pour ça que la grandeur associée à cette onde est appelée psi, avec la lettre grecque psi comme dans pseudo. Un individu qui se cache. Bon. Voilà. Donc, on sait toujours parce que c'est d'autant plus que De Broglie a démontré que l'onde, qu'il appelait des ondes de matière, eh bien, se propage bien plus vite que la vitesse de la lumière, la vitesse de phase, c'est ce qu'on appelle. Bien plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, ça ne peut pas être une onde qui transporte un champ de force quelque part. Ce n'est pas une onde qui transporte l'énergie. C'est impossible. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, aujourd'hui, on ne sait pas. On n'en a aucune idée. Et alors, il y a en plus un autre mystère qui vient se greffer dessus. Une autre énigme. On n'en a aucune idée, mais est-ce qu'il n'y a pas des hypothèses, par exemple? Il y en a plein. Non, non, mais, Alors là, on pourrait faire un bout. Comme ça sur les hypothèses diverses. moi j'ai mon idée, c'est une onde de structure analogue à la structure de l'ADN. Enfin, c'est mon idée à moi. Oui, la théorie de l'ADN, il y a la théorie de l'Oronota, il y a la ma théorie des théorie, corps, la mienne, elle est mieux. La mienne englobe le cosmos. Enfin, c'est un autre. Chacun a sa théorie. À la prochaine conférence que tu donneras, Non, mais la mienne est beaucoup mieux. Il a déjà donné. Non, mais il n'y a pas pour mieux la connaître. Est-ce que Francis va donner encore une conférence? Là, je suis pas d'accord. Alors, donc, deux messieurs, pour dire que la nature est vraiment compliquée à expliquer. Mais non, c'est ça. Deux messieurs, pas pour moi. Ah, voilà. Deux messieurs, ils s'appelaient Stern et Gerlach. Ah. Alors, leur idée, je vais vous montrer l'expérience, je pense que j'ai mis ici. J'ai pas mis, j'ai pas osé. Bon, enfin disons simplement, avec deux aimants qui ont une forme très particulière, je n'insiste pas dessus, ils font passer un jet d'atomes d'argent. On fait le vide dans un milieu clos, entre ces deux pôles d'aimants d'une forme spéciale, forme géométrique spéciale, et le faisceau d'atomes d'argent se divise en deux. Alors que on s'attendait à un seul faisceau traversant l'espace entre les deux pôles d'aimants. C'est la découverte du spin. Un spin. Et le spin embarrassait beaucoup les physiciens parce que même un atome d'hydrogène isolé eh bien, peut se comporter de la même manière que ces atomes d'argent. Comme si l'électron était un point qui était en même temps un petit aimant avec un pôle nord et un pôle sud. Incompréhensible. Comment un point peut-il avoir deux pôles magnétiques? Aucune idée. On a encaissé le fait, on l'a introduit dans les formules, c'est Dirac qui l'a fait, ce qui a affreusement compliqué le modèle mathématique de l'électron de l'atome d'hydrogène. Bon. Et d'ailleurs, petit épisode un petit peu amusant, la résolution de Dirac du problème du spin a permis à quelqu'un d'autre d'imaginer la matière et l'antimatière. Alors c'est Dirac. C'est Dirac, mais c'est quelqu'un. Et Dirac avait parlé de lacune. Voilà, exactement. Il avait parlé de lacune. Voilà. Il n'est pas allé jusqu'au bout. C'est quelqu'un d'autre qui est allé jusqu'au bout. Non, mais il a confondu l'anti-électron avec le proton. C'était une erreur, évidemment. Oui, il était surpris. Il était surpris, il voulait savoir. Paul-Adrien Maurice Dirac, d'origine française. Oui, je sais. Il descend d'une famille huguenote chassée qui a été chassé par Louis XIV. Chassé par Louis XIV. Bon. Bien, alors ça c'était le dernier énigme. Et alors je reviens au problème de la superposition. Hein, que ce soit l'état d'un atome ou l'état d'un oscillateur du corps noir, c'est le même problème. En transition, on a une combinaison d'états propres, d'énergie stable, bien, avec une certaine probabilité. Dans le cas de 2, si on regarde un atome en état de transition, on ne verra rien. On ne peut pas le regarder. Dès qu'on a une information sur l'atome, il se met automatiquement dans un des deux états. Je m'exprime un petit peu mal. La valeur de l'énergie est entre deux valeurs propres, n'est-ce pas?
fluctue tout le temps. Et quand on obtient enfin la valeur de l'énergie dans une expérience, on obtient soit la valeur propre du dessus, soit la valeur propre du dessous. Bah, c'est comme les hommes politiques, c'est toujours en même temps. Alors, les journalistes les interviews. Voilà. Alors les physiciens ne comprennent pas, évidemment, mais le public comprend encore moins. Cher voisin. Et il y a un des savants qui s'est intéressé au problème. C'est pas un dialogue belge. Donc un des savants qui s'est intéressé au problème, Erwin Schrödinger, pour le grand public, il a eu une idée d'analogie. Le fameux chat. Chat. Le chat. Il s'appelait comment ce chat? Bon, tu abrèges un peu là. Mon chat s'appelle Achille. Achille le privilégié, même qu'il soit très lourd. Alors on va chercher. Il a perdu. Il a perdu son chat. Enfin, tant que c'est pas la chatte, on n'est pas dans le cadre. Bon, voilà la description. Pourquoi il a fait un chat, pas une chatte? Voilà la description de cette expérience de pensée. Là, c'est du machisme. De pensée. Bon. Alors, description de l'expérience imaginaire. Oui, totalement imaginaire. Ici, un corps radioactif qui contient un atome. Un seul atome radioactif. Première question. Quand va-t-il péter? On n'en sait rien. On ne peut pas savoir. Si l'atome pète, il active cet appareil, qui lâche le marteau, qui casse la fiole, De cyanure. qui contient du cyanure, et ce cyanure s'évapore, et ce cyanure évaporé empoisonne mortellement le chat. Bravo, Bertrand. Bon. Et tout ceci est enfermé dans une boîte. Alors imaginez que on soit dans la situation suivante, on met le chat, on prépare le système et on ferme la boîte. Et naturellement, tant que la boîte est fermée, elle n'est pas vitreuse, hein, c'est pas un aquarium, c'est une boîte bien avec des parois opaques. Bon, il n'y a pas une petite. Voilà. Donc, tant que l'on ne regarde pas, le système est transitoire. Il fluctue. Si on veut regarder quel est l'état de fluctuation, ben, il faut ouvrir la boîte. Mais quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on voit? Soit le chat est vivant, l'atome n'a pas pété, soit le chat est mort parce que l'atome a pété. C'est tout ce qu'on peut voir. Voilà. L'origine de l'affaire du... Mais tant qu'on ferme la boîte, tout se passe comme si le chat et tout ce qui est à l'intérieur est dans un état transitoire entre l'état mort et l'état vivant. Est-ce qu'il y a un état transitoire entre la mort et la vie? Non mais Schrödinger, ce que tu dis pas, c'est que Schrödinger a voulu se moquer de l'interprétation de Copenhague, c'est ça. Il a voulu se foutre de leur gueule. C'est ça qu'il faut dire. Voilà. C'était l'ironie. Mais le résultat, C'était ironique, bien sûr. C'était pour vous moquer, mais dis-le. le résultat des courses, Ouais. le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, l'école de Copenhague, bah, tout le monde lui donne raison. Aujourd'hui. T'as pas tous. Quoi. Bien sûr, il y a quelques exceptions qui... Attends, il faut Je ne savoir comprends pas. que Bon. il y avait quand même trois résistants. Il y avait Einstein, De Broglie et Schrödinger. Ah. Ils étaient contre l'école. Voilà, ouais. Tout Alors, à fait. Einstein a proposé un paradoxe. Maintenant, c'est résolu. Einstein avait tort. Et la mécanique quantique est une théorie complète. On le Non, sait. ça c'est faux. Il y a eu plein C'est complètement d'expériences. faux ce que tu viens de dire. Ça, Ça, non, il peut y avoir des variables, il peut y avoir des variables cachées non locales. Oui. Ça t'a menti là. Non, Il mais ça- répète Wikipédia. Non, ça, tout le temps. c'est ce que De Broglie pensait, justement. Alors, moi, je suis contre, hein, mais enfin, c'est comme ça, malheureusement. Non mais arrête de raconter des âneries toi. C'est la vérité. Non, tu racontes Vous des... savez ce que j'en pense, et ben voilà. 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 Voilà ce que j'en pense, ce que vous dites. Il n'a pas la Je suis pas content. Vous n'avez rien compris, surtout Barbaroni n'a rien compris. Bien, alors, T'as la connerie qui on sort. demande la parole. T'entends la connerie qui sort Ouais, je vous rappelle Réagis toi. Je vous rappelle que la modératrice, c'est moi. Non mais Je ne là... comprends pas la parole de manière intempestive pour Mais non, mais parce que Joyer. tu- Donc c'est important quand même de pouvoir d'abord lui laisser la parole, parce que c'est... En 600 chez un